Bonjour tout le monde. L'objectif de ce talk aujourd'hui, c'est de vous présenter le pattern ELT, Extract Load Transform. Mon objectif, ça va être de vous en parler, de vous parler aussi du pattern ETL qui était là avant le pattern ELT. On va rentrer dans les explications, comparer les approches et en fait vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Et ensuite, je le mettrai en lumière avec des exemples concrets, avec du code et des outils pour ça. Alors, quelques mots sur moi rapidement. Moi, je m'appelle Mazloum Tosun. Je suis CDO chez GroupBiz. GroupBiz, on est un groupement de freelance tech. Voilà, si vous voulez en parler, on peut en parler après. Je suis aussi Google Developer Expert sur GCP, Google Cloud Platform, Docker Captain. Je partage des contenus tech sur une chaîne YouTube. Donc si vous voulez à un moment vous intéresser à mes contenus, n'hésitez pas à aller voir, je vous partagerai les slides de toute façon. Petite anecdote, je suis supporter du Paris Saint-Germain, même si je sais que ça ne vous aide pas sur ce talk, c'est pas grave, je vous le dis quand même. Voilà, depuis que je suis petit, et donc mes use cases souvent ça gravite autour du football. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait la petite anecdote. Comme ça c'est là. Alors pour l'introduction, dans les projets data, comme je l'ai expliqué, on avait pendant longtemps le pattern ELT, Extract, Transform, Load. Et en fait, ce pattern-là, en gros, ce que ça fait, c'est qu'on a les données qui arrivent dans un storage, dans un espace de stockage. Et en fait, on va aller, ça c'est la partie extract. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'avec l'ETL, c'est qu'on va d'abord transformer nos données. Et les données sont transformées avec, en gros, un langage de programmation et une pipeline qui est écrite en code. Donc voilà, on avait des outils comme Talend auparavant, enfin pas qu'auparavant, mais aussi aujourd'hui, qui permettent de le faire. Et dans la partie Big Data, parfois, on avait du Spark qui venait lire des données en fichier, appliquer toutes nos transformations, agrégations, ensuite avancer petit à petit et stocker le résultat final dans une table, dans un moteur de données. Voilà. Donc ça, c'est le pattern ETL. Ensuite, petit à petit, je l'expliquerai au fur et à mesure du talk, on a le pattern ELT qui est arrivé et qui, lui, je vous l'expliquerai après. Son principe, c'est d'abord on a les fichiers dans un storage, dans un FS ou dans un object storage. On va prendre ce fichier-là, on va le charger en premier dans notre base de données. Et ensuite, une fois que ce fichier est dans la base, derrière, on va appliquer nos transformations directement en SQL la plupart du temps avec le moteur du Data Warehouse. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va faire là durant tout ce talk, c'est vous expliquer un peu tout ça. Donc là, je commence avec le pattern ETL pour vous redonner un peu un visuel avec un petit schéma d'architecture. Donc en fait, nos fichiers sources ici sont dans un object storage. Donc on a nos fichiers sources qui sont dans cet object storage. Ensuite, comme je l'ai expliqué, dans le pattern ETL, on va lire directement ce fichier-là. On va appliquer nos transformations directement en code, que ce soit en Python, Java, Go, enfin peu importe. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'à la fin, une fois qu'on a effectué notre transformation, là, on va charger le résultat dans notre data warehouse et dans notre stockage. Voilà. Dans cet exemple-là, moi j'ai choisi BigQuery, je vous en parlerai plus tard. C'est un data warehouse qui est proposé sur GCP, Google Cloud Platform. Et donc voilà. Donc pour le pattern ELT, donc comme je l'ai expliqué, on a notre fichier ou nos fichiers dans l'object storage. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que la première chose qu'on fait, c'est le load cette fois-ci. On prend nos fichiers, on les charge dans notre data warehouse, donc c'est dans des tables, et ensuite ce qu'on va faire, c'est que nos transformations vont être effectuées avec le moteur du data warehouse, qui la plupart du temps est très puissant. Donc voilà. Un détail aussi, un aspect, c'est que souvent, quand on va faire de l'ETL ou de l'ELT, on va se débrouiller pour orchestrer nos tâches. Donc les tâches, pour savoir qu'une action est terminée pour passer à l'action d'après. Et ça, généralement, on le fait avec des orchestrateurs de tâches ou de pipelines comme Apache Airflow. C'est pour ça que j'ai mis le logo d'Apache Airflow ici. Ça permet d'orchestrer vraiment toutes nos tâches et notre pipeline et de gérer ce qu'on appelle un DAG, un graphe de notre pipeline. Donc j'y viendrai un petit peu après dans le talk, c'est que mes exemples seront basés sur Airflow qui sera le chef d'orchestre pour orchestrer mes différentes tâches pour mes ETL et ELT. Donc, je vais commencer avec un petit peu d'histoire. On a eu, comme je vous l'ai dit, un peu cette domination de l'ETL pendant longtemps. On faisait un peu nos transformations en Talend, voilà. Et ensuite, comme je l'ai dit, en Big Data, parfois on utilisait du Spark avec du calcul distribué en code.
Et donc c'était vraiment le langage, dans notre code, on faisait nos transformations, agrégations, toute la logique métier était là, et ensuite on chargeait nos éléments dans notre base. Ensuite, il y a aussi un aspect, c'est qu'on faisait ça parce que les data warehouses de l'époque n'étaient pas vraiment scalables. Alors on pouvait stocker beaucoup de données, mais quand on demandait au data warehouse de faire des calculs, lui il n'était pas vraiment scalable et ne permettait pas de faire des calculs sur des grosses volumétries. Et donc, ça faisait qu'on était souvent en code. Ensuite, on a eu petit à petit un peu le virage du cloud. Et on a eu AWS, GCP. Et ces cloud providers ont commencé petit à petit à proposer des data warehouses assez puissants, scalables. Et là où ils ont fait fort en plus, c'est que quand ils ont proposé ces data warehouses, ils ont donné la possibilité de requêter ça en SQL. Et c'est vrai que le SQL, c'est un peu un langage universel. Je pense qu'ici, on en a quasiment tous fait dans nos projets. Et donc, BigQuery, Redshift et Snowflake, quand ça arrivait, la force, c'est requêtable en SQL avec une scalabilité. On peut faire vraiment beaucoup de calculs en SQL et ensuite avoir vraiment des calculs très rapides. Parce que là, ce qui va être bien, c'est que cette puissance-là permet d'aller plus vite la plupart du temps que du langage de programmation. Ensuite, encore une fois, sur cette partie un peu d'histoire, on s'est dit, les données sont directement dans notre data warehouse. Donc là, ça nous offre une marge de manœuvre pour commencer à réfléchir à ce pattern ELT et se dire, maintenant, on va faire nos transformations avec le moteur du data warehouse. Et on a ensuite des frameworks comme DBT qui sont arrivés. Et DBT a ajouté un peu plus d'industrialisation au pattern ELT, un peu plus de puissance, et c'est ce que je vous expliquerai juste après. Et en fait, petit à petit, quand DBT est arrivé, ils ont popularisé un peu un terme qui s'appelle la Modern Data Stack, où en fait, on va faire nos transformations SQL et notre orchestration SQL avec DBT. On va avoir l'orchestrateur de pipeline Airflow par-dessus, parce qu'il y a la partie SQL, mais parfois, une pipeline, ce n'est pas que de l'SQL. On peut lire des fichiers, on peut déplacer des fichiers traités. Et donc, on a quand même besoin d'avoir un orchestrateur de pipeline par-dessus, comme Airflow. Et comme souvent, on va travailler sur des cloud providers, comme je l'ai expliqué, et des data warehouses sur le cloud, ça nous donne un peu cette moderne data stack. Donc, voilà. Et donc, si je fais un peu un versus ici, alors j'ai mis des photos de manga parce que voilà, j'aime bien Dragon Ball, One Piece et tout, donc ne soyez pas un peu choqués. Donc, du coup, il y a un aspect, c'est que en fait, le fait de comparer ces deux approches, ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas cohabiter. Aujourd'hui, il y a des projets dans lesquels, certes, le pattern ELT va être aujourd'hui plus utilisé, mais parfois, quand on va avoir des transformations et des agrégations plus complexes, là, le SQL, ça ne va peut-être pas permettre de le faire. Donc, on va pouvoir switcher vers de l'ETL quand c'est nécessaire. Il y a aussi un détail, c'est que l'ETL, comme c'est en code, on peut plus facilement faire des tests unitaires dans notre code et sur nos logiques métiers. Et par contre, c'est facile de faire nos transformations à SQL. Là, on peut faire de l'ELT et bénéficier de ces calculs un peu ensemblistes dans notre data warehouse. Donc ça, c'est intéressant. Et ce qui est bien, c'est que on peut aussi, parfois on a des pipelines, on va faire un bout en ELT, ensuite un bout en ETL, on va mixer des approches, et ensuite, à la fin, on va faire notre calcul final. Donc, comparer ces approches, c'est bien, mais il faut savoir aussi que on peut les faire cohabiter sans problème. Voilà. Donc là, je vais commencer à passer à la démo. Ce que je vais faire, c'est que, comme j'ai pas mal de démos à vous montrer, je vais pas montrer la partie ETL, mais je vais vous focus plus sur la partie ELT. Et vous expliquer un peu le use case que j'ai choisi pour ce talk. Ça va, c'est assez grand ? Ouais. Voilà, donc j'ai aussi une question à vous poser. Qui a fait du DBT ici ? Personne ? De l'Airflow ? C'est un peu pareil, ouais. Les approches sont assez proches. Et Apache Airflow, quelqu'un a travaillé dessus ? Ok, cool. Alors en fait, là, je prends ce use case-là. Donc c'est des données de foot que je vais prendre en entrée. Donc c'est les statistiques de joueurs de la Coupe du Monde du Qatar, en gros. Donc c'est des vraies données que j'ai téléchargées sur Internet. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça dans mon object storage.
Et en fait, mon premier objectif, ça va être de charger ma donnée brute, ma donnée raw, parce qu'en data, souvent, on parle de données raw, de données brutes. Donc c'est la donnée qui arrive telle qu'elle et qui n'a pour l'instant subi aucune transformation. Elle est telle qu'elle. Ce que je vais faire, c'est que je vais charger ça dans une table raw. Donc ça va être la première action de ce use case-là. Ensuite, je vais avoir deux stages, un step de staging et ensuite un stage de Mart. Et en fait, ce que je vais faire dans ce step de staging-là, c'est que je vais lire les données raw et ensuite je vais appliquer du cleaning sur ma donnée, c'est-à-dire que je vais faire du cast sur des champs, je vais appliquer des micro-transformations et ensuite je vais matérialiser le résultat dans une vue et ensuite mon step de staging est terminé. Après ça, je vais passer à un step qui s'appelle Mart et ça, c'est des architectures qu'on voit beaucoup dans la data, c'est qu'on a des étapes préparatoires et temporaires de cleaning et de transformation, on va dire, en amont. Et ensuite, on va voir plus un step de Mart qui va appliquer nos règles métiers dans notre code, nos agrégations et transformations. Et donc, ce step-là va lire ma donnée raw cleanée et va ensuite appliquer toutes mes règles métiers. Je vais vous montrer après à quoi ça ressemble, les transformations. Et à la fin, je vais tout stocker dans mon data warehouse et dans ma table finale pour ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que mon premier use case, je vais utiliser Apache Airflow, comme je vous l'ai dit, comme orchestrateur de pipeline et de tâches. Donc ça va être le premier point. Et en fait, Airflow va orchestrer des tâches SQL directement. Et il va faire le fameux pattern ELT. Il y a aussi un truc, c'est que, je vous le montrerai tout à l'heure dans la démo, c'est qu'avec Airflow, ça va être simple pour moi de prendre mes fichiers raw depuis l'object storage et de charger ça en premier dans la table raw. Et ensuite, je vais pouvoir appliquer mes steps de staging et de Mart, petit à petit. Donc, dans ce cas-là, Airflow est l'orchestrateur de pipeline. C'est aussi l'orchestrateur SQL, parce que c'est Airflow qui va exécuter nos requêtes SQL, attendre que nos transformations soient terminées pour passer à la suite. Et donc, le pattern ELT est totalement géré par Airflow et BigQuery dans cet exemple. BigQuery, comme je vous l'ai dit, c'est un data warehouse sur le cloud avec un moteur SQL en frontal. Voilà. Ça va être le premier use case. Le second use case, ça va être encore Apache Airflow qui va orchestrer notre pipeline. Mais là, pour la partie ELT et transformation SQL, au lieu de juste trigger des requêtes BigQuery, je vais utiliser DBT. Et DBT, je vais vous l'expliquer, c'est un framework de transformation SQL et un moteur d'orchestration SQL. Ça se plug sur un data warehouse. Et ensuite, toute notre pattern ELT va être drivé et managé par DBT. Et je vais vous montrer que c'est intéressant cette approche parce que DBT apporte de l'industrialisation, apporte du testing et apporte aussi des possibilités d'écrire des fonctions réutilisables. Et ça, c'est pas mal parfois quand on veut partager des bouts de logique SQL dans nos différentes requêtes. Donc là, orchestration SQL par DBT et ELT géré par DBT. Ensuite, il y a un autre outil et librairie open source dont je voulais vous parler, c'est SQL Mesh. SQL Mesh est moins connu que DBT sur le marché, mais il présente des approches vraiment intéressantes. Et je vous montrerai un peu la différence. Ça a la même responsabilité que DBT, ça permet de faire des transfos SQL, mais là où DBT va plus raisonner en macro Jinja, SQL Mesh va plus être basé sur des modèles en Python, en plus des modèles SQL. Et il va avoir aussi une approche un peu orientée DataOps, qui va être plus présente dans SQL Mesh. Et c'est pour ça que je voulais aussi vous en parler. Comme ça, vous ressortez du talk avec deux outils à comparer. Et alors, ce que je vais faire, avant de passer à la démo, je redonne quelques mots sur DBT. DBT, c'est un framework open source qui est arrivé en 2016. C'est proposé par DBT Labs. Et aujourd'hui, DBT s'est imposé comme le framework de transformation SQL et ELT le plus utilisé du marché et le plus utilisé chez les clients. C'est devenu un peu une référence aujourd'hui. C'est pourquoi c'était intéressant pour moi de vous en parler. Donc il y a une grosse communauté derrière. Donc voilà.
Pour SQL Mesh, c'est sorti après, en 2022, et c'est proposé par Tobacco Data, qui a été racheté par Fivetran. D'ailleurs, Fivetran a aussi acquis DBT. Il y a une moins grosse communauté, mais il y a quand même beaucoup de passionnés de la data qui aiment utiliser SQL Mesh. Et en fait, ils ont aussi développé un moteur de templating SQL qui s'appelle SQLglot. Donc, c'est les créateurs d'SQLglot qui ont proposé aussi SQL Mesh. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord sortir un peu des slides. Et en fait, je reviendrai après sur les schémas qui expliquent un peu mieux SQL Mesh. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer le premier exemple qui, comme je l'ai expliqué, va coder ce pattern ELT directement avec Apache Airflow qui orchestre des requêtes SQL. Donc pour ça, je vais d'abord vous montrer à quoi ressemblent mes fichiers raw, comme ça vous avez un visuel un peu plus fort de ce que les pipelines font en termes de transformation. Donc ma donnée raw, elle est là, je vais zoomer un peu mon écran. Donc c'est des vraies données, donc c'est les données des statistiques de joueurs de la Coupe du Monde du Qatar. En gros, les données sont aplaties, donc sur chaque objet, j'ai la stat du joueur concerné. Là, par exemple, j'ai Emiliano Martinez pour l'Argentine. Donc, les données sont vraiment aplaties, quoi. Et ensuite, moi, ce que je vais faire dans ma donnée métier, c'est que, bon, je vous la montre en JSON parce que le JSON, c'est assez lisible et compréhensible. C'est que je vais faire un groupe by par équipe. Et ensuite, par équipe, je vais calculer les meilleurs buteurs, les meilleurs passeurs, les meilleurs dribbleurs par équipe. Ceux qui ont les meilleures statistiques de tacles réussis et tout ça. Donc toutes ces statistiques, en fait, je vais les calculer. Et c'est ça que mon pattern ELT va faire dans la couche Mart. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est que, comme je vous l'ai expliqué, j'ai un step de staging et de Mart. Et donc, je vais d'abord vous montrer un peu mes requêtes SQL. Pour DBT, non, pardon, là, je ne travaille pas sur DBT, hein, désolé. Donc pour ces steps-là, donc je vous montre la requête de staging, donc elle est très très simple. Donc en fait, je vais vous montrer qu'en amont, avec Airflow, j'ai chargé mes données dans ma table raw. Et donc là, j'ai une première étape qui est très simple. Je fais un select sur ma donnée raw, je fais des casts en SQL, et ensuite, je fais un peu de calcul d'indicateurs pour les statistiques de gardien. Donc là, on voit que le calcul est assez simple ici. Ensuite, une fois que je vais faire cette requête, je vais passer à la couche Mart qui est, elle, un peu plus compliquée. Et là, je vais calculer toutes ces statistiques, les calculs de gardien, meilleur buteur, meilleur passeur, meilleur dribbleur, et ainsi de suite. Et donc, ce que je vais faire, c'est que, ce que je n'ai pas dit ici, c'est que dans la couche staging, je matérialise ça dans une vue. Donc, je fais ma requête SQL et je fais un create view. Donc ça, je le fais manuellement. Et dans ma couche Mart, je lis cette donnée cleanée, voilà. Ensuite, j'ai des notions un peu SQL, on va dire, donc je passe petit à petit. Et dans Market SQL, je vais faire un groupe by par nationalité, qui est un peu le champ d'équipe. Et ensuite, je vais faire des calculs pour mes nœuds meilleur buteur, qui est là, et meilleur passeur, et ainsi de suite. Et donc, il y a une logique qui est réutilisable ici. Parce que une fois que j'ai fait mon group by par équipe, je vais juste passer un indicateur qui est l'indicateur meilleur buteur. Et ensuite, à l'intérieur, je vais me débrouiller pour aller chercher les meilleurs buteurs par équipe, parce qu'il peut en avoir plusieurs, les meilleurs passeurs et les meilleurs dribbleurs. Et là, la façon de le calculer, c'est la même en fait. Il n'y a pas Donc ce que j'ai fait, c'est que dans BigQuery, j'ai la notion de fonction réutilisable qui s'appelle des UDF. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé cet UDF-là, qui est ici, dans BigQuery. Et mon UDF, en fait, il va avoir en gros, c'est une fonction réutilisable avec un nom. Je lui passe des paramètres en entrée, ici. Et je dis ce que ça return. Donc en gros, je vais récupérer mes meilleurs buteurs, meilleurs passeurs, et ainsi de suite. Et ensuite, ma petite logique SQL qui est là, qui va récupérer mes indicateurs, les indicateurs souhaités. Donc là, on a à peu près tout ce qu'il faut. Staging, Mart et aussi la fonction réutilisable. Et la fonction réutilisable, elle peut s'appeler comme ça directement dans BigQuery après. Ensuite, maintenant, je vais ramener Apache Airflow, qui va être l'orchestrateur de pipeline, et c'est lui qui va orchestrer toutes mes tâches. Voilà. Et qui va me gérer mon pattern ELT. Et pour ça,
Apache Airflow, c'est une librairie open source et qui, en fait, va me gérer un peu toutes mes pipelines. Donc, je vous montre un peu la syntaxe. Airflow est basé sur du Python. Je ne sais pas qui est à l'aise en Python ici, ça va? Très bien. Et donc, je vais créer ce qu'on appelle un graphe de pipeline, ce qu'on appelle un DAG. Donc, la syntaxe avec Apache Airflow, c'est ça. Je fais un with DAG. Je lui donne un DAG ID. Et ensuite, je dis s'il y a un scheduler sur ma pipeline. En gros, est-ce que ma pipeline doit être exécutée une fois par jour, par exemple, avec un cron job? Je vais donner des arguments, si nécessaire. Et ensuite, petit à petit, je vais orchestrer toutes mes tâches à l'intérieur de cet orchestrateur de pipeline. Et pour ça, Apache Airflow propose un système d'opérateurs. Donc, il y a une caisse à outils d'opérateurs proposée sur Internet en open source. Et en fait, on a des opérateurs pour Google Cloud Platform. Et en fait, comme je l'ai montré tout à l'heure, la première responsabilité de ma pipeline, ça va être de prendre toutes mes données, tous mes fichiers raw, et de les charger dans ma table raw. Et pour ça, il y a un opérateur clé en main qui me permet de le faire dans Apache Airflow, qui s'appelle GCS to BigQuery Operator. Donc, comme son nom l'indique, GCS, c'est l'object storage de Google Cloud qui contient les fichiers. BigQuery, c'est la table qui contient, c'est le moteur qui contient mes tables. Et pour ça, très simple, j'ai juste à lui donner la bucket d'entrée et les fichiers d'entrée, la table de destination ici, très bien, le format des fichiers d'entrée, donc là c'est du New Line Delimited JSON, donc c'est un objet JSON par ligne, et la méthode d'ingestion et le tour est joué. Donc là j'ai fait ma première étape, je prends tous mes fichiers raw, je les stocke dans ma table raw. Une fois que j'ai fait ça par mon orchestrateur, Airflow va attendre que ma première tâche soit terminée pour passer à la suite. Donc c'est Airflow qui gère ça pour nous. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais exécuter toutes mes requêtes SQL. Une fois que j'ai chargé ma donnée, je vais d'abord créer ma fonction UDF, parce qu'elle doit exister pour que mon step de Mart l'utilise. Donc là, j'ai un execute BQ job. Je vous montrerai la méthode juste après. Ensuite, je joue le step de clean row. Et à la fin, je joue le step de Mart, de transformation métier. Ensuite, avec cette syntaxe, avec Apache Airflow, avec des doubles chevrons, il va exécuter tâche 1, tâche 2, tâche 3, tâche 4. Voilà. Je vais vous montrer maintenant visuellement ce que ça donne et on va exécuter notre petit pattern ELT pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Ce que j'ai fait pour la démo, c'est que je pouvais exécuter de l'Apache Airflow sur Google Cloud avec un service managé qui s'appelle Cloud Composer, mais ça me génère des coûts, donc j'ai préféré faire ça dans un container Docker. Donc je vous montre ça. On va démarrer notre petit container Docker. Ça va monter une instance Airflow à la volée. Et ensuite, une fois que mon Airflow est monté, je vais pouvoir le démarrer et vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. J'ai juste un petit mot de passe temporaire à récupérer là. Hop. Et ensuite, on va vous montrer ce que ça donne avec Apache Airflow. Voilà. Donc là, j'ai mon Apache Airflow est dans localhost. Je vais vous zoomer un peu l'écran. Voilà. Donc là, je me suis connecté à Apache Airflow. Donc Apache Airflow propose une UI en fait. Et là, comme je suis dans Docker, j'ai profité pour utiliser la toute dernière version qui est Airflow 3. Et ensuite, là, je peux aller voir mes DAG. Et donc là, j'ai mon DAG Airflow BigQuery que je viens de vous montrer en code. Et là, j'ai la vue un peu graphe. Donc je vais la zoomer un peu. Donc là, on voit que on a les éléments qui chargent nos fichiers de raw dans la table BigQuery. Ensuite, on crée l'UDF, le step de cleaning raw et le step de Mart. Voilà. Donc ça, c'est notre petite pipeline. Et ensuite, si je clique sur déclencher, je peux exécuter ma pipeline. Et là, vous allez voir ce que ça donne, c'est que Airflow, bon, là, j'ai l'effet démo, malheureusement. Hein. Moi, je pense que j'ai un petit truc qui doit peut-être ne pas marcher. Bref, c'est pas très grave. Hein. C'est surtout pour vous montrer un peu les pipelines. Et je vais quand même aller voir les logs. Tac. Oui. Donc là, j'ai quand même mes logs. Ouais, je pense que c'est celle-là qui a planté. On va pas trop polluer la démo, mais c'est pas très grave. Ok, je regarde quand même. Ah oui,
il y a une notion de réauthentification. Donc écoutez, je vais quand même me réauthentifier. Je pense que j'ai perdu mon credential Google Cloud. Donc je vais le refaire. Donc là, je me réauthentifie. Petit effet démo, j'espère que ça va marcher quand même. Voilà. Oula. Ça par contre. Très bien. Donc là, je suis réauthentifié. Et donc, si je retape ma commande Docker, normalement, cette fois-ci, alors je vais reprendre le petit password temporaire. Parce que malheureusement, je suis sur un exécuteur qui, lui, me génère un password, on va dire, temporaire pour ça. Et là, on va redémarrer le localhost et on va espérer que ça marche. Je vais repartir dans DAG, je vais faire ça, et je vais refaire déclencher. Et espérer que ça marche cette fois-ci. Donc je vois du running, je n'ai pas du rouge tout de suite, donc c'est plutôt bon signe, on dirait. Ah, ça a marché. Content, hein? Vous pouvez applaudir. Merci beaucoup. Merci, merci. Donc le premier exemple a fonctionné là. Donc c'est le fameux, comme je l'ai expliqué, pattern ELT avec de l'Airflow BigQuery SQL directement. Maintenant, je vais passer au second exemple. Je prendrai toutes vos questions à la fin du talk, n'hésitez vraiment pas. Mais là, j'ai pas mal de contenu à vous montrer. Alors, je sais que c'est un peu dense, mais au moins, ça, vous allez sortir, je pense, en ayant appris des choses, je l'espère. Second projet, comme je l'ai expliqué, là, on vous a montré cette pipeline directement en Airflow BigQuery, ça marche. Maintenant, je vais vous parler de DBT. Comme ça, peut-être vous allez pouvoir le tester de votre côté ou chez vos clients, si vous en avez besoin. DBT apporte cette partie un peu plus industrialisation et workflow SQL. Donc vraiment, c'est la responsabilité de DBT. Je gère le workflow SQL comme un grand et je gère aussi les transformations. Et c'est moi, DBT, qui va aussi avoir la responsabilité de upgrade vos tables et vos schémas de tables. C'est ça que DBT va apporter. Il va apporter un peu tout ça, quoi. Et donc, pour DBT, la première chose, c'est qu'il y a un fichier de configuration qui s'appelle DBT Project. On lui donne un nom et ensuite, on va donner des notions de matérialisation si on le veut par défaut. Hein. On va pouvoir dire si tu as un folder qui s'appelle, je sais pas, staging ou autre, tu vas pouvoir le matérialiser dans une vue. Si tu as un folder qui s'appelle Mart, peut-être que là, tu vas le matérialiser en table. Mais tout ça, ça peut s'override vraiment très facilement. Il n'y a pas de problème. Là, on pointe, dans DBT, on pointe vers des profils. Donc, par défaut, je vais pointer vers un profil ici. Et donc, j'ai un fichier qui s'appelle profiles.yaml. Et dans ce profile-là, je vais donner la configuration de mon data warehouse. Et là, je vais dire que c'est du BigQuery, c'est sur tel projet, et mes données seront dans un dataset. Un dataset, c'est un ensemble qui contient des tables. En gros, c'est ça. Donc là, mon dataset s'appelle Qatar FIFA World Cup, parce que voilà, je traite les données de la Coupe du Monde. Donc là, on est bon. Et ce qui va se passer, maintenant, je vais vous montrer un peu. Là, j'ai un répertoire qui s'appelle Models. Et dedans, je vais avoir mon répertoire de staging, de Mart. Et je vais gérer le fait de charger ma donnée raw dans BigQuery. Je vais la charger autrement cette fois-ci, volontairement, pour vous montrer que dans DBT, on peut avoir une autre approche. Donc pour ça, je vais commencer par cette notion, justement, de récupérer les fichiers raw et de les charger dans la table. Dans BigQuery, tout à l'heure, dans Airflow, j'ai montré la notion de récupérer les fichiers et de les charger dans la table. Donc ça utilise l'API et le client Google Cloud pour ça. Mais dans BigQuery, j'ai une autre notion, c'est les external tables. Dans BigQuery, on peut dire qu'une table pointe vers des fichiers depuis une bucket Object Storage, directement. Ça, on peut le faire. Par contre, il faut quand même apporter un script pour ça. Et il y a aussi un aspect, c'est que DBT, par rapport à Airflow BigQuery de tout à l'heure, propose ce qu'on appelle un graphe d'orchestration SQL qui s'appelle un lineage. Et si parfois on veut matérialiser le chargement de nos données brutes, on veut le matérialiser dans notre graphe lineage, c'est bien de laisser DBT le faire comme ça, lui va le contenir dans son graphe. Et comme DBT apporte beaucoup de métadonnées, de documentation, de description de nos colonnes et de nos tables, parfois dans les projets data, on va préférer
donner au framework ELT cette responsabilité pour que lui le matérialise dans son graphe, dans son lineage. Et donc pour ça, DBT ne le propose pas par défaut. Donc DBT donne la possibilité de travailler avec des packages. Il y a un truc qui s'appelle DBT Hub. On peut télécharger des packages en gros. Et là, il y a un package, alors je vous montre. Il y a un fichier qui s'appelle package.yaml. Et donc je peux déclarer, comme dans un langage de prog, hein, je peux dire j'utilise un package qui s'appelle DBT External Table. Et en fait, External Table, qui est open source, va me permettre de charger, de faire cette notion de External Table directement. Et donc, au moins je vous montre un peu cette notion aussi de package. Ensuite, on a une ligne de commande qui s'appelle DBT Deps, qui va installer les packages. Une fois que j'ai fait ça, dans mon étape ici, DBT, j'ai des éléments de syntaxe qui va me dire, j'ai une table qui s'appelle TeamPlayerStatRow. Elle pointe en external table vers mon object storage qui est là. Et cet object storage, je vais pouvoir lui mettre un pattern pour dire, dans tel chemin, tu me prends des fichiers qui commencent par ça, et ensuite je fais étoile.json. Voilà. Donc ça, automatiquement, ça va me faire l'external table. Et à chaque fois que je vais mettre à jour ma bucket, BigQuery va récupérer les données et les rafraîchir. Donc là, je donne le format du fichier. Et ensuite, ce qui est important, c'est que je vais donner le schéma de ma table. Comme ça, je ne vais pas avoir d'effet de bord. Si par exemple, un fichier, parfois ça peut arriver en autodétection qu'un type est mal passé dans BigQuery, là, je vais éviter ce genre d'erreur. Je vais setter le schéma de ma table. Comme ça, quand l'élément va arriver, il va être stocké directement comme il le faut. Donc ça, c'est le premier step, external table. Ensuite, comme tout à l'heure, je montre le step de staging dans DBT. Et donc la requête SQL va être la même. Hein. C'est que je tape sur la donnée raw avec cette syntaxe-là. DBT me permet d'aller récupérer mon élément, mon modèle raw qui a été en external table avec cette syntaxe-là dynamiquement. Ensuite, là, j'ai mes safecast et mes petites logiques de transformation. Et là où j'ai de la différence, c'est que je vais avoir une notion de modèle. Une requête, c'est un modèle dans DBT. Et je vais pouvoir donner des métadonnées, en fait. Avec cette syntaxe macro config, je vais pouvoir dire, je mets un tag staging parce que des fois, si je veux exécuter qu'un ensemble, une partie de ma pipeline, je peux mettre des tags. Et surtout, DBT va dire que le résultat va être matérialisé dans une vue. Donc, je n'ai pas besoin de faire createView, c'est DBT qui le gère pour moi. Donc, c'est ça la différence avec l'exemple de tout à l'heure. Donc, ça, c'est bon. Et aussi un aspect, c'est que DBT me donne aussi la possibilité de rajouter de la documentation sur mes colonnes avec une syntaxe en YAML. Donc là, je donne le nom de mon modèle ici avec model name. Ensuite, je passe les colonnes et je peux mettre de la description. Et en fait, je vous montrerai tout à l'heure, quand je vais exécuter mon pattern ELT avec DBT, je vais vous montrer le lineage. Et dans le lineage, et dans la UI de DBT, parce qu'il y a une UI pour ça, vous allez voir que on peut voir nos tables, la documentation de nos tables, on peut avoir le graphe SQL et ainsi de suite. Et ça apporte un peu plus d'industrialisation dans notre pattern ELT. Donc voilà. Maintenant, je passe au step de Mart, qui va être pareil que tout à l'heure, sauf que comme je l'ai expliqué, on peut référencer le modèle Rocklin depuis Mart avec ces éléments de syntaxe un peu orientés macro. Et là, je vais avoir une différence, c'est que pour ma fonction réutilisable, qui me calcule mes statistiques, meilleur buteur, meilleur passeur, et ainsi de suite, dans DBT, je peux créer des macros. Une macro, c'est un peu comme une fonction dans un langage de programmation. Quand on fait du Java ou du Python, vous allez avoir une fonction réutilisable, vous allez la coder et ensuite vous allez pouvoir l'appeler. Là, ça va être un peu similaire. On va coder une macro et ensuite, dans tous nos modèles, on va pouvoir chercher cette macro si on le souhaite. Voilà. Donc pour ça, ma macro est là, buildPlayerStat, et j'ai un répertoire qui s'appelle macro. Je vous le montre. Il est là. Et en fait, la syntaxe pour la macro, c'est ça avec DBT. On lui donne un nom avec les paramètres. Et ensuite, on donne le petit contenu SQL qui va bien pour calculer nos stats réutilisables. Et donc ça, c'est la notion de macro. Donc j'ai juste à passer mes paramètres comme ça.
là je fais meilleur buteur, et là je fais meilleur passeur, et ainsi de suite. Voilà. Comme ça vous montre un exemple concret avec des staging mart et aussi de la macro, de l'external table, comme ça vous avez vraiment un peu tout. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour vous montrer un peu la UI de DBT, comme ça pour vous, on va jusqu'au graphe, comme ça vous allez pouvoir voir ça. Ensuite je reviendrai pour montrer comment Airflow orchestre du DBT. Voilà. Donc, dans mon README, j'ai préparé quelques lignes de commande, et j'ai cette commande-là, dbt docserve, qui va, à partir de mon modèle DBT, me monter la UI dans un petit serveur, et ensuite, à l'intérieur, je vais pouvoir vous montrer un peu ce que ça donne. Ah zut, je pense que j'aurais dû faire ça dans ma session shell plutôt, désolé. Tac, voilà, je vais sur mon petit projet DBT qui est là. Je fais dbt docserve. Donc normalement, ça va me monter l'instance qui va bien, voilà, elle est là. Et là, comme vous le voyez, en fait, ça me monte la UI et elle est ici. Donc, dans votre stratégie data, avec DBT, tout va être centralisé là. Et vous allez pouvoir un peu voir vos modèles, les graphes et ainsi de suite. Par exemple, là, j'ai la partie raw. Et alors, je vais aller un peu plus dans database, voilà ici. Là, j'ai la partie mart. Donc, je vais vous zoomer un peu l'écran. Et en fait, j'ai des détails. J'ai la description. Là, j'ai les colonnes. Hein, voilà, avec les commentaires, si j'ai mis des commentaires. Bon, je reviens un peu sur la description là. Et aussi, je peux voir le code. Et je peux voir aussi, donc là, j'ai la requête de DBT qui est là. Elle est en bas. Et ce qui est pas mal, c'est que je vais pouvoir compiler cette requête dans le moteur de mon data warehouse. C'est-à-dire que si je veux prendre le résultat de cette requête et l'exécuter directement dans BigQuery pour des raisons de testing, je peux le faire. Et pour ça, je vous montre, j'ai un compile, voilà, compiled ici. Et donc là, ça me montre vraiment la requête compilée. Donc je la dézoome un petit peu. Donc là, j'ai la requête compilée que je peux jouer directement dans BigQuery, vous voyez. Donc là, on voit que ma macro, elle a été directement mise dans ma requête. Très très bien, je peux la tester. Autre détail, je peux voir le graphe. Donc là, je vous montre un peu le graphe de mon pattern ELT. Donc il est assez simple. Hein. Comme je l'ai expliqué, là j'ai fait l'external table. Donc mon row est matérialisé ici dans DBT dans le graphe lineage. J'ai le step de clean et le step de mart. Voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer un peu la UI de DBT. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'il y a cette partie orchestration SQL, mais je vais quand même mettre de l'Airflow par-dessus qui trigger du DBT, parce que dans la vraie vie, chez les clients, vous n'allez pas gérer toutes vos pipelines avec DBT. DBT, c'est vraiment la partie orchestration SQL, workflow SQL. Mais souvent, avec la complexité qu'on a dans la data, un orchestrateur de pipeline va faire pas que de l'SQL. Va faire des mouvements de fichiers, va faire des chargements, comme je vous l'ai dit, il peut mixer des approches. On peut faire de l'ETL, de l'ELT. On peut gérer un graphe complet avec Airflow. Et donc, c'est intéressant que je vous montre rapidement la partie Airflow. Elle est là. Tac. Et donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, hein, notre petit code Python d'instanciation. Très bien. Et là, en fait, j'ai installé DBT directement dans mon Airflow. Et donc, je peux directement exécuter mes lignes de commande dans Airflow avec ce qu'on appelle un bash opérateur. Un bash opérateur, on peut lancer des commandes bash directement par Airflow. Je vous montre cet exemple comme ça parce que c'est plus simple d'exécuter des commandes DBT dans l'instance Airflow. Mais souvent en production, quand on va travailler avec du Airflow, on va éviter de faire des traitements directement dans les machines d'Airflow. On va déléguer ça dans un autre process pour ne pas polluer les machines d'Airflow. Mais là, voilà, on partirait sur des trucs. Je n'ai pas envie de vous apporter plus de complexité à ça. Là, je préfère volontairement vous montrer qu'on peut exécuter du DBT dans Airflow très simplement avec un bash opérateur. Voilà. Donc, je commence par dbt deps pour aller télécharger dbt external, qui est ma librairie open source qui me permet de gérer ma donnée raw. Ensuite, je fais un second bash operator qui va charger de la donnée de référence si j'ai besoin. Parce que ce que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, c'est qu'on peut aussi dans DBT se mettre un petit fichier comme ça en CSV et dire ce fichier CSV, il est dans mon projet Git et c'est de la petite volumétrie et donc je peux gérer des référentiels directement avec des fichiers dans mes projets.
Ça s'appelle les seeds, dans le jargon de DBT et dans ces frameworks un peu ELT, quoi. Donc là, je fais DBT seed, très bien. Et là, je fais DBT run, qui est la commande finale qui va exécuter ma pipeline SQL. Voilà. À quoi ça ressemble? Rapidement. Ennemi. Tac. Donc là, je vais arrêter. Je vais quand même vous montrer un peu vite fait ce que ça donne. Et revenir un petit peu après rapidement sur le lineage avant de passer sur SQL Mesh. Mais effectivement, alors, toc. Donc là, j'arrive dans ma partie DAG, LL1, hop. Donc là, j'ai mon petit graphe, je vais vous le zoomer un petit peu, qui fait toute la partie de DBT1. Airflow chef d'orchestre, il exécute du DBT pour faire ce pattern ELT. Donc tout ce que je vous ai montré, la partie depth, seed, run et end. Parce qu'on peut se faire des micro-tâches un peu pour du visuel, start et end, quoi. Je clique sur le bouton déclencher et j'y vais. Et là, normalement, petit à petit, les tâches devraient passer, mais si ça passe pas, c'est pas très grave. Voilà, l'effet démo peut-être. Non, je rigole. Donc là, ça avance petit à petit. Et après, je vais vous parler d'une petite librairie que je trouve intéressante dans l'écosystème DBT. Comme ça, vous allez peut-être aussi l'utiliser. Voilà, donc là, la pipeline est terminée, très bien. Très bien. Il y a un truc que je ne vous ai pas dit rapidement tout à l'heure, quand j'ai fait la partie docserve, c'est que DBT propose ce qu'on appelle du lineage, mais directement sur mes tables. Mais si vous voulez aller sur un truc qui s'appelle le colon lineage, DBT nativement ne le propose pas. Par exemple, si je repars sur ma couche Mart ici, et que je vous montre, là, je vois que le lineage de mes tables. Mais si je veux voir qu'est-ce qui a permis de calculer ma colonne, d'où provient le calcul de ma colonne, le colon lineage, ce n'est pas supporté par DBT nativement. Et pour ça, il y a un package open source qui s'appelle DBT Colibri, qui permet d'avoir un lineage plus complet et d'avoir le colon lineage. Et donc, DBT Colibri, c'est un package Python, ce n'est pas un package DBT, ça il faut le savoir. Et donc j'ai ramené ce DBT Colibri qui est là. Et une fois que DBT Colibri, je vous montre un peu comment l'exécuter, on a juste à faire Colibri generate. On dit ouais le fichier manifeste de DBT, parce que DBT, une fois qu'il fait tous ses calculs, il compile tout ça, et ensuite il va dans un répertoire target, et à l'intérieur il génère un fichier manifest.json qui est le graphe de DBT. Et donc on a juste à donner le chemin de ce graphe à Colibri, et ensuite le tour est joué. Colibri va permettre de montrer un peu ce lineage. Donc normalement mon Colibri est là, je vais le rafraîchir, hein. Je vous montre. Et je vais vous montrer un peu le modèle Mart rapidement, qui est là. Et quand je clique sur plus, en fait, voilà, là j'ai un lineage qui est quand même plus sympa que celui de DBT par défaut. Donc je vois que là j'ai le step row, le step de staging, et je vais pouvoir cliquer sur team name. Et normalement, il va me dire, alors si je fais ça, tac, bon, là j'ai peut-être un truc qui ne fonctionne pas très bien. Voilà, là il me dit que team name, ça vient d'un champ nationality. Voilà. Donc vous voyez, c'est intéressant Colibri, donc si vous faites du DBT et que vous voulez aller plus loin dans vos lineages, vous pouvez regarder Colibri sans problème. Bon, j'en ai fini pour la partie un peu DBT. Maintenant je vais passer sur l'autre framework qui s'appelle SQL Mesh. Je voulais vous en parler parce que je trouve que voilà, il apporte des idées intéressantes et parfois, ça peut être intéressant franchement d'explorer ce qu'il propose. Alors pour SQL Mesh, avant de vous en parler, je vais revenir vite fait sur mes slides pour vous expliquer un petit peu des éléments par rapport à SQL Mesh. Alors, je vais mettre un laser pointer. SQL Mesh a une approche stateful. Là où DBT va juste gérer de la pipeline et de l'orchestration SQL et de la transformation, SQL Mesh va avoir ce qu'on appelle un environnement virtuel et un environnement physique. C'est un peu plus complexe SQL Mesh. Quand je dis environnement virtuel, voilà, je vais commencer. Là, j'ai ma production, j'ai deux modèles, et les modèles, c'est comme dans DBT, c'est deux modèles SQL, on va dire. Et en fait, ça, c'est mon virtual layer. Ensuite, ce que j'ai en dessous, c'est que j'ai un physical layer,
c'est que j'ai calculé les résultats de mes modèles dans des tables snapshot. Donc voilà, voilà, tac. Excuse-moi, il ne me restait pas plus de temps? Juste 5 minutes? Ah ok, je pensais qu'il me restait plus de temps. Et en fait, il y a ces steps virtuels. À chaque calcul, on calcule les étapes physiques. Et donc ça, c'est très très bien. Et SQL Mesh, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va garder toutes les steps snapshot. Et ensuite, dans la partie virtual layer, il va mettre des vues qui vont aller taper sur les tables snapshot du physical layer. Voilà. Et donc, on peut facilement ensuite, si on peut tirer une branche, on peut créer un environnement de développement depuis la donnée de prod. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que les virtual layers tapent sur les mêmes physical layers en prod et en dev. Et ensuite, là, ce qui se passe, c'est que je vais faire une modification en développement. Il va me générer un nouveau snapshot ici. Et donc, il n'y a que la dev qui pointe dessus. Et à la fin, si j'envoie mes modifications en production, ce qui va se passer, c'est que ce qu'il va faire, c'est qu'au lieu de recalculer les données, il va changer le pointeur qui a été calculé en dev, il va le déplacer sur la prod, et donc ça apporte plus de performance. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer rapidement SQL Mesh. Pour SQL Mesh, en fait, j'ai mes steps de staging comme tout à l'heure. Donc là, c'est comme dans DBT, sauf que la syntaxe est différente. On a nos notions de modèle. On a aussi cette notion de gateway dans SQL Mesh. J'y reviendrai juste après. Et là, on peut mettre notre documentation de colonne directement. Au lieu de la faire en YAML, on la met là. Donc là, les calculs derrière sont les mêmes. Et ensuite, pour la partie external table, je n'ai pas de package dans SQL Mesh pour le faire. Mais SQL Mesh propose la possibilité de créer des modèles Python. Au lieu de... On peut créer SQL et Python les deux. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un modèle Python dans SQL Mesh. Je mets ma liste de colonnes. Et ensuite, comme j'ai la main sur le code Python, je peux utiliser des librairies pour aller récupérer mes données de Cloud Storage et les charger dans BigQuery. Donc voilà, c'est ce que je fais ici. Je récupère mes données avec étoile.json et à la fin, je retourne les éléments dans un data frame. Parce que le contrat avec SQL Mesh, si on fait un modèle Python, c'est de retourner un data frame. Voilà. Ensuite, pour le step de Mart qui est là, très très bien. Donc la syntaxe de macro avec SQL Mesh, c'est de faire arrobase. Donc c'est comme dans DBT, on peut faire arrobase. Et la macro, elle, en SQL Mesh, elle va être codée en Python. Là où dans DBT, c'était des macros, dans SQL Mesh, c'est du Python. Donc on a juste faire arrobase macro. Et là, à l'intérieur, on va mettre notre logique SQL à l'intérieur du code Python. Très bien. Donc ça, c'est pour vous montrer un peu les différentes approches. Donc on est très très bien. Et donc, on voit qu'il y a une approche Python SQL, ici avec SQL Mesh, qui est vraiment pas mal. Et en fait, je me suis amusé à refaire la couche Mart en Python directement, pour vous montrer que si vous voulez travailler avec des data frames, au lieu de faire de l'SQL, vous pouvez directement faire vos calculs en data frame avec des group by, des rename et ainsi de suite. Et là, on utilise un data frame mais avec un moteur qui s'appelle BigFrame, qui exécute le data frame directement dans le moteur de BigQuery. Donc ça, SQL Mesh permet de le faire versus DBT. Comme je n'ai pas énormément de temps, je ne vais pas exécuter la pipeline. Mais voilà, là, les éléments de syntaxe, c'est à peu près pareil. On va faire un SQL Mesh run et ça va runner notre pipeline. Un aspect que je peux montrer quand même rapidement, c'est que SQL Mesh, ça ressemble un peu à Terraform. Il y a un état. Et à chaque fois qu'on va apporter des modifications dans nos modèles, SQL Mesh va dire « je t'ai modifié tel champ, je t'ai supprimé tel champ » et ainsi de suite. Donc il y a un step de plan et ensuite un step d'apply. C'est ça la différence avec DBT, c'est qu'il y a vraiment un state pour ça. Et donc je peux vous montrer un peu rapidement. Je peux facilement faire SQL Mesh plan dans le projet concerné. Donc là j'ai mon SQL Mesh plan et en fait il va me dire là, il va me dire qu'il n'y a pas forcément de modification. Mais si j'en simule une rapidement, je vous montre juste après. Donc là, il n'y a pas de modif. Je peux en simuler une assez rapidement. Par exemple, dans la couche cleaned, là, je me simule un change. Je fais SQL Mesh plan dev. Et là, il va mettre des logs pour me dire, bah ouais, je t'ai modifié une colonne. Est-ce que j'ai un break-in change ou pas? Est-ce que mon modèle doit être recalculé ou pas?
voilà, il est là. Donc là, comme dans Terraform, il me donne plus, moins, et il me dit, voilà, ton modèle Rho, il doit changer, et ton modèle Mart, comme il est basé sur Rho, lui aussi va être recalculé. Donc là, je fais No. Donc c'est important de savoir qu'il y a vraiment ce state, et c'est comme ça qu'il gère son physical layer et virtual layer. Donc rapidement, je peux étendre de 5 minutes, vous croyez? Ouais. Bon. Ouais, donc voilà. Et donc, ce qui va se passer avec SQL Mesh, je vous montre dans ce schéma-là, c'est qu'il va créer un state, et en gros, c'est le state layer. Dans ce state layer, il va avoir des références sur les snapshots, sur les virtual env, physical env. Il va avoir ensuite, il va créer un dataset avec un préfixe SQL Mesh, et il va mettre toutes les tables physiques à l'intérieur avec des snapshots. Calcul 1, calcul 2, calcul 3. Et grâce à ce système, on peut facilement faire des rollbacks vers des anciennes snapshots, et on peut faire de la bascule comme ça. Et une fois que c'est calculé, notre dataset final, qui est le virtual layer, va pointer sur les dernières versions de snapshot. Voilà. C'est comme ça que marche SQL Mesh. Et en fait, dans BigQuery, alors, normalement, le state de SQL Mesh, on ne recommande pas de l'utiliser dans un data warehouse comme BigQuery, mais plus de le mettre dans un Postgres et une base de données relationnelle, parce qu'il garde vraiment ses tables, et on fait beaucoup d'accès. À chaque fois qu'on joue SQL Mesh Plan, tout ça, à chaque fois il y a des accès vers la base, et BigQuery, ce n'est pas le meilleur moteur pour ça, même si ce n'est pas des gros volumes, faire beaucoup de requêtes dans BigQuery, ce n'est pas top. Pour des raisons de simplicité, j'ai choisi BigQuery, mais dans un monde idéal, c'est mieux de choisir un Postgre pour gérer son state. Donc le state est dans SQL Mesh ici. Et moi, en fait, dans mon code SQL Mesh, c'est très simple. J'ai juste mon config YAML, il est là. Et j'ai juste à lui dire que je fais du BigQuery avec ma connexion. Et ensuite, dans mes modèles, j'ai juste à pointer vers le dataset qui est là. Et lui, il va me gérer, il va me créer le dataset tout seul comme un grand. Il va me créer le SQL Mesh tout court avec le state à l'intérieur. Il va me créer le physical layer avec SQL Mesh underscore ce dataset. Et il va me créer un virtual layer par environnement. Donc là, j'ai un environnement de dev, un environnement de prod, 2 datasets pour virtual layer, et chacun tape sur ses tables physiques. Donc c'est un peu l'approche de SQL Mesh. Et donc voilà, c'était un peu ce que je voulais vous montrer. Donc je fais un petit récap maintenant de la comparaison entre les deux. Si vous voulez travailler avec les deux chez vos clients, DBT est plus facile à prendre en main, c'est une réalité. Donc ça, c'est bien. Mais par contre, SQL Mesh est assez intéressant avec cette notion de state, le fait de vérifier nos modifs avant de les appliquer. Il y a une approche multi-environnement aussi dans SQL Mesh, et une approche qui est un peu différente, c'est qu'on tire des environnements depuis les données de prod. Et donc, il y a aussi un aspect, c'est que si des données ont été calculées dans un environnement de dev, et qu'on veut basculer ces modifs en prod, on n'a pas besoin de les recalculer. SQL Mesh va voir qu'il a déjà fait les calculs en dev, il va changer son pointeur dans le virtual layer, et ce sera bon. Donc ça, il y a aussi un aspect, c'est que DBT a une plus grosse communauté que SQL Mesh, donc ça va compter aussi dans votre choix. Un aspect dont je vais parler en une seconde, c'est le mode incrémental. Là, j'ai fait des calculs en full, mais en réalité, en production, c'est mieux de faire de l'incrémental et juste de charger que les nouvelles données et de ne pas tout recalculer. Donc ça, c'est le mode incrémental. Pour ça, DBT n'est pas forcément optimisé parce que voilà, il va faire des requêtes de merge qui vont être assez coûteuses parce qu'il va scanner quasiment toutes les données. Là où SQL Mesh, lui, va stocker dans ses métadatas toutes les intervalles des données qui ont déjà été traitées. Et donc, une fois que ça s'est terminé, il va être capable de récupérer les nouvelles données et ensuite, à la fin, de pouvoir travailler sur ces snapshots efficacement. Voilà, donc en conclusion, rapidement, ce talk, c'était pour vous montrer le pattern ELT avec DBT SQL Mesh et vous montrer un peu des approches différentes, Airflow tout court, SQL Mesh, DBT. J'espère que voilà, vous avez appris des choses. Je vous partage un peu du QR code ici. Pour le repo GitHub, vous pouvez télécharger tous les repos GitHub qui vont bien, les slides et aussi du feedback. N'hésitez pas à me faire des feedbacks. Merci à vous. Et donc, je vous remets les QR codes au cas où ici à la fin. Et merci à tous.